Voilà, l'autre rendez-vous respecté aujourd'hui, 11-11-2014. Dans le cadre de votre numéro, encore un rendez-vous respecté comme nous vous avons dit. Ici, nous allons échanger comme d'habitude, nous allons analyser les questions d'actualité comme d'habitude, dans le cadre de votre numéro bien sûr. Nous capitalisons à chaque fois vos appels, parce que vous nous congratulez. Nous prenons au sérieux, nous comprenons ce que vous voulez, et nous faisons effectivement ce que vous voulez. Les questions que vous voulez souvent que nous puissions poser, nous les posons généralement. Et c'est pour l'intérêt de la nation. Et c'est comme ça que dans le cadre de cette émission, nous disons que le pays va mal. Parce que lorsqu'il faut analyser vos différentes questions, vous cherchez à avoir alors des dirigeants conscients pour le pays. Mais quand est-ce que nous aurons alors ces dirigeants conscients? C'est la question que nous posons chaque jour. Parce que l'impression que vous avez, que nous avons, c'est qu'on n'a pas de dirigeants conscients. Et voilà la philosophie de cette émission, c'est comment conscientiser, comment faire pour qu'on ait alors ces gens-là responsables qui pourront travailler uniquement pour l'intérêt de la nation. Mais ça prend du temps. On pensait que par les élections, on aura alors des dirigeants conscients. On a organisé déjà 2 fois les élections, mais nous nous rendons compte que, en tout cas, c'est encore pire. Mais qu'est-ce qu'il faut encore faire? Quand nous allons à l'Assemblée nationale, il faut voir plutôt l'agir du député national. Nous allons analyser cette question parce que vous avez vu ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, de manière substantielle, le comportement de l'élu, le soi-disant, mais ça commence à décourager même les électeurs. Ça va se passer comment en 2016? Est-ce qu'ils auront encore le courage d'aller aux urnes lorsqu'il faut regarder l'agir des députés nationaux actuellement? Voilà, c'est une question qui se pose. Mais nous vous disons, prenez courage, il y aura un temps où les choses pourront changer. Le pays va mal parce que dans plusieurs structures de l'État, les choses ne marchent pas très bien. Aujourd'hui, on débat à l'Assemblée nationale. Le budget de l'État, le projet du budget est au niveau de l'ECOFIN. Pourquoi ce budget de 9 milliards de dollars américains? Et pourtant, nous prenons le secteur, par exemple, des GERAD. Là, le problème se pose au moment où nous échangeons. Les receveurs ne travaillent pas consciencieusement. Il y a beaucoup de petites structures au niveau de la DGRAD laissées entre les mains des expatriés. Nous en parlerons prochainement. Il y aura un numéro spécial sur le fonctionnement de la DGRAD, les petits conflits au sein de la DGRAD, la mauvaise gestion. Prochainement, nous allons creuser, vous allez comprendre pourquoi nous le disons aujourd'hui. Nous parlerons des engagements toujours non tenus par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Malheur aux Congolais parce que leur gouvernement ne parvient pas à respecter ses engagements. On va voir ce qui s'est passé parce qu'on avait organisé les concertations nationales. Ils se sont soldés par quoi? On va analyser également l'accord cadre, également la déclaration de Nairobi. Pas longtemps ici, à Kinshasa, il y a eu échange entre le coordonnateur de suivi des mécanismes et quelques envoyés spéciaux. On a entendu la délégation du M23 qui n'est pas arrivée. Vous avez suivi François Mamba donner son point de vue. On va analyser. On parlera de la révision constitutionnelle. Parce que vous savez ce qui s'est passé à Burkina Faso. Ici, quand les Congolais, les pro-pouvoir, lorsqu'ils prennent parole, ils semblent faire croire à l'opinion que nous n'avons pas la même réalité. Et pourtant, c'est la même réalité parce que la réalité ici, c'est la révision constitutionnelle. Le projet a été déposé à l'Assemblée nationale. Il y avait un article qui dérangeait déjà l'esprit de l'article 220. Et lorsqu'on pose la question, on commence à chercher, et on cherche maintenant à esquiver. Alors, nous posons la question pourquoi. Nous allons analyser également cette question. La Commission électorale nationale indépendante, une institution d'appui à la démocratie, est-ce qu'elle appuie effectivement la démocratie? Nous avons déjà répondu à cette question. Mais nous nous posons la question parce qu'on avait promis en 2015 d'organiser des élections municipales, urbaines et locales. 2015, dans quelques jours, est-ce qu'on aura ces élections? Est-ce que la CENI ne sera pas une occasion de faire qu'en 2016, il n'y ait pas élection générale? Voilà, nous allons analyser également avec votre invité parce que la CENI n'inspire plus confiance aujourd'hui, surtout de la part des opposants et la société civile. Nous allons analyser ce sujet que nous avons jugé à notre niveau important et même pertinent, avec celui-là qui nous a pris distance depuis un certain moment. Il va vous dire, parce que vous l'aviez beaucoup réclamé, souvent vous m'appeliez pour savoir s'il serait parti où. Il est ici, il a changé de camp. C'est à lui alors de vous livrer ce qu'il faisait pendant ce temps. Il s'agit alors du premier secrétaire du Parti socialiste.
Daniel Monanteba. Bonsoir Daniel Monanteba. Bonsoir, monsieur Pascal. Mais c'est longtemps, le public vous a demandé, vous a posé autant de questions, vous avez posé beaucoup de questions, mais demandé. Je n'avais pas assez d'arguments pour, en tout cas, faire comprendre à l'opinion qu'effectivement, il est là, il fait ceci, il va revenir. Et... Alors, on s'est posé la question, pourquoi cette absence? Mais déjà, nous étions en contact régulier. Vous m'appeliez pour me faire part des desiderata des populations. Et je vous faisais part aussi de ce que j'étais en train de faire et que j'aurais jugé malvenu d'être dévoilé à l'époque. Mais il est vrai que je viens de passer une année pleine, je ne dirais pas loin des activités politiques, parce que les activités continuaient, mais c'était une année pleine loin des médias. Et par rapport à cela, je comprends parfaitement que les gens puissent s'être posé des questions de savoir est-ce qu'il a changé de camp, est-ce que certains disaient même Babombier, non, d'autres disaient il a été empoisonné. Bon, une chose est sûre, Babom Mangaté. Une chose est sûre, j'ai connu effectivement de gros problèmes de santé. Alors vraiment de gros problèmes de santé qui faisaient que, bon, j'ai dû me faire soigner de manière traditionnelle. Donc c'est très facile à comprendre. Ça a été récurrent. Et là, pour être vrai et pour dire la vérité, parce que Nganako Sakate, comme je le dis toujours, je viens de passer exactement une année à l'intérieur du pays. Une année pendant laquelle, je ne vais pas vous dire ici que j'étais allé juste faire des activités politiques ou essayer de changer le cours des choses. Ce ne serait pas vrai. C'est une année pendant laquelle je suis allé à l'intérieur du pays, d'une part pour mes propres affaires, pensant pouvoir y faire juste 2 ou 3 semaines et revenir. L'homme propose, Dieu dispose. Il est arrivé ce qui s'est arrivé. Il est arrivé ce qui est arrivé et voilà, qui m'a obligé à être plus près de la solution qu'on pouvait trouver, c'est-à-dire à l'Est. Votre parti politique, le Parti socialiste, qu'en est-il aujourd'hui? Parce qu'on ne l'attend pas, finalement. Non, c'est vrai que je dois être... C'est vous, personnellement, qui l'incarnez, apparemment. Bon, vous savez, c'est une réalité un peu africaine, hein, et congolaise en particulier. C'est vrai que dire que c'est moi qui l'incarne d'une certaine manière, dans la mesure où c'est moi qui apparaît le plus dans les médias. Et c'est d'ailleurs une chose qui devrait être corrigée. Je vais essayer de pousser un peu plus les cadres à être un peu plus présents sur les médias, dans la mesure où, regardez ce qui s'est passé, j'aurais pu mourir. J'aurais pu ne jamais revenir, monsieur Pascal. Et c'est grâce à Dieu, Dieu merci, je suis de retour. Mais j'aurais pu ne pas venir. Et en ce moment-là, que serait devenu le parti? Voilà. Un parti de l'opposition? Toujours. Vous n'avez pas changé de camp. Mais comment voulez-vous que je change de camp? Est-ce que ce pourquoi je me battais hier, toutes ces choses que j'ai dénoncées hier, ont-elles changé pour que je puisse changer de camp? Moi, je ne changerai jamais de camp. Je serai dans le camp de la vérité. Si aujourd'hui le pouvoir en place se comporte mieux, si aujourd'hui le pouvoir en place trouve des solutions à tous ces problèmes, mais c'est automatique que je changerai non pas de camp pour aller dans leur camp, mais je changerai ma vision pour rejoindre leur vision. Mais en dehors de ça, je vais changer de quoi par rapport à quoi? Voilà. À l'Assemblée nationale, vous aviez suivi d'ailleurs le débat hier. C'est vrai que vous étiez en dehors de Kinshasa, mais hier au moins vous avez suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Oui, je suis arrivé hier. Oui. Je suis arrivé hier. Je n'ai pas pu avoir le détail de ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire le suivi des travaux, mais c'est surtout la conclusion dont j'ai... Non, parce qu'ici, nous ne voulons pas revenir sur le fond de la question, oui, que ce soit les 2 motions, mais ici, nous voulons analyser l'agir du député national, le comportement de celui-là qui a été envoyé par la base, par la population, pour travailler pour elle. Alors maintenant, la même population se pose même la question pourquoi on a fait le choix sur des personnes qui ne travaillent pas pour leur intérêt ou pour son intérêt parce qu'ils nous parlent de la population. Alors, le comportement de l'élu par ce qui s'est passé hier, vous l'analysez comment? Bon, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous me posez la question de savoir le comportement des élus. De l'élu, quel élu? On en revient au problème majeur et primordial. Vous mettez en cause les élections de 2011. Je les ai toujours mises en cause. Vous voyez, tout ça, ça les rattrape. Et ça rattrape la population. D'une certaine manière, parce qu'une partie de cette population a voté pour une bouteille de bière.
à voter pour un t-shirt, pour un 5 $. Où en sommes-nous aujourd'hui? J'ai toujours dit, des gens qui n'ont pas été élus, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été élus, et c'est pas moi qui le dis, les élections se sont mal passées, tout le monde l'a reconnu, à commencer par le président Joseph Kabila. C'est-à-dire que à partir de là, tout était déjà faussé. Et une fois que tout était faussé, tout ce qui se passe aujourd'hui est tout à fait normal. La question, c'est de savoir maintenant comment trouver des solutions et mettre certains individus qui sont censés avoir le mandat du peuple, même si, au fond, on sait que beaucoup ne se retrouvent pas là de par les votes, parce que tout le monde a reconnu que les élections ne sont pas correctement passées dans tous leurs aspects, dans tous ces aspects. Que voulez-vous que je vous dise? Je crois qu'aujourd'hui, je jugerai plus ces gens qu'on appelle députés, non pas comme des élus, mais en tant qu'êtres humains. Aujourd'hui, je crois qu'il est temps pour le politique congolais de se départir de sa peau de député, de ministre, de vice-ministre, de ceci, de cela. Même dans l'armée, colonel, général et tout ça, aujourd'hui, je crois qu'on doit se remettre tous à la dimension des êtres humains. En tant qu'être humain, être en mesure d'avoir ce qu'on appelle une conscience. Qu'est-ce que la conscience? La conscience est cet élément intrinsèque que chacun de nous a, qui nous permet de nous rappeler ce qui est bon et ce qui est mauvais. La notion du bien et du mal. Et à ce titre-là, la vraie question est de savoir ce qu'on appelle député aujourd'hui, qui, je ne sais pas pour quelle motivation, parce que je ne vais pas faire des accusations gratuites, se trouve à la tribune du Palais du Peuple, de la salle du Parlement, parle, étant vu par des millions de Congolais, sans tenir compte des blessures qu'ils infligent au peuple qui les suit. Ces blessures qu'eux infligent, ils ne les soignent pas, ce qui fait que ces plaies restent ouvertes. Jusqu'au jour où trop de sang aura coulé, et quand le médecin ne vient pas au malade, le malade est obligé de se prendre en charge. De quelle manière? C'est ça la vraie question. Deuxièmement, en tant qu'être humain conscient, consciencieux, conscient et au fait de la notion du bien et du mal, Bolamu Namabe. Je vous ramène à une dimension plus spirituelle, à une dimension plus humaine. Et vous comprendrez qu'en fait, beaucoup de députés agissent sans conscience, oui, mais sans dimension humaine, sans spiritualité. Et vous vous rendez compte que ce sont des gens qui agissent conscients et au fait de la notion du bien et du mal. Mais ils font quand même le mal, parce que ce qui est en train de se faire, c'est le mal, ce n'est pas le bien. Parce que ça ne fait pas du bien, ni à la nation, ni à son peuple. Mon peuple souffre. Leur peuple souffre. Alors maintenant, c'est affiché comme une institution des corrompus. Et ils organisent des motions, ils apposent des signatures, demain ils retirent plutôt après avoir signé, et simplement parce qu'ils reçoivent l'argent. Alors aujourd'hui, l'institution, la Chambre basse du Parlement reconnue comme une institution où ses représentants sont de temps en temps corrompus. Oui, bon, je ne sais pas reconnu par qui. Je ne sais pas qui peut déclarer qu'ils sont corrompus. Une chose est sûre, tout le monde le pense, mais jusqu'à preuve du contraire, moi je n'avancerai aucun jugement définitif. Ils le savent. Oui, ils le savent, que tout le monde le pense. Aussi, je le pense aussi. Je le pense aussi. Mais là, je vous parle d'un discours franc, réaliste et responsable. Je suis convaincu, moi, que ce Parlement est corrompu. Ça, c'est ma conviction. Pour beaucoup d'entre eux, je suis convaincu qu'ils se font corrompre. Ça, c'est ma conviction. Mais je ne peux pas déclarer qu'ils le sont, dans la mesure où je ne pourrais pas avoir de preuves à exhiber. Donc, je préfère me limiter à ma conviction. Donc, monsieur le député, vous savez ce que je pense de vous. Au-delà de cela, vous dites qu'aujourd'hui, la chambre basse. Ben, vous savez, il y a la chambre basse. Elle est basse, cette chambre. Qu'est-ce qui vous surprend? Par l'agir. Qu'est-ce qui vous surprend? Par l'agir, c'est une chambre très basse. Ma conviction. Qu'est-ce qu'il faut encore attendre? Parce que elle est là, elle nous représente, c'est au nom, à nos noms qu'ils sont là en train de... Qu'est-ce qu'il faut encore attendre? Je m'inscris en faux contre ça. Moi, je suis... Vous me connaissez suffisamment. Je pense qu'après une année,
malgré tout ce que j'ai eu à traverser, malgré le fait que je ne pense pas que au nom de la République, mes intestins sont encore intacts, malgré tout ce que j'ai vécu, je le dis aujourd'hui, par rapport à ceux qui ont cherché et qui cherchent encore à me faire du mal, c'est pas la peine. Si je devais mourir aujourd'hui, j'ai accepté l'idée de la mort. Parce que vous savez, la mort, quand vous l'avez frôlée, vous vous rendez compte qu'en avoir peur ne sert à rien. J'ai frôlé la mort et de très près. De très, très, très près. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait, que l'idée, et ça c'est à mon peuple que je m'adresse, qu'ils comprennent ce que je dis. L'idée de la peur de la mort est une fausse idée. On n'a pas peur, personne n'a peur de la mort. Ce dont on a peur, c'est de ne plus vivre. Parce qu'on sait ce qu'on vit. On ne veut pas mourir parce qu'on ne veut pas laisser sa femme, on ne veut pas laisser ses enfants, on ne veut pas perdre sa maison, ses frères, sœurs. Le monde des morts, il y en a tous les jours. Et chaque fois qu'il y a des morts, il y a des orphelins tous les jours, ces orphelins vivent. Donc, on doit savoir, dès aujourd'hui, évoluer en arrivant à se départir de cette peur et de cet aspect-là. Personnellement, je n'en ai plus peur. Je ne cherche pas à la rencontrer, mais je n'en ai plus peur. Et j'en aurai peur le jour où je serai confondu que ceux qui sont passés spécialistes dans les assassinats, dans les empoisonnements, j'aurai peur d'eux le jour où ils seront capables de me tuer de fond. D'accord, parce qu'ici nous analysons... Ils me tuent, ils me ressuscitent, et ils me tuent encore. Ah là, j'aurais peur, mais jusqu'à preuve du contraire, l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut encore faire confiance? C'était une parenthèse. C'était une petite parenthèse que je trouve très importante quand même. Mais pour vous ramener à ce que je vais dire maintenant, parce que les deux questions se lient, faut-il encore faire preuve à la chambre basse? Vous avez déjà fait confiance à la chambre basse? Moi, ça n'a jamais été le cas. Beaucoup de ceux qu'on voit comme institution, moi, je ne les accepte pas. Je ne les reconnais pas, mais je les subis. Parce que je n'ai pas la force, moi, en tant qu'individu, de remettre en cause le fonctionnement de ces institutions si puissantes. Donc, je les subis. Je les vois faire. J'attends mon heure. J'attends notre heure. Parce que chaque chose ayant une fin, nous sommes plus proches de là où nous allons que de là où d'où nous venons. 2011, 2014, 3 ans. 2014, 2016, 2 ans. Donc, logiquement, 2016, aujourd'hui, est plus proche de nous que 2011. Donc, je serre les dents, j'avance, mais je dénoncerai quand il y aura dénoncé. Je dirai ce qu'il y a à dire. Je ne peux pas proposer dans la mesure où, actuellement, que voulez-vous que je propose à ces gens-là, en qui je n'ai jamais eu confiance depuis le début? Ils ne font que faire exactement ce à quoi je m'attendais d'une chambre basse de ce niveau-là. Donc, tout ce que je peux dire aujourd'hui, je ne parlerai pas de solution, mais je parlerai de vision, non pas seulement politique, mais plus spirituelle et humaine. Raison pour laquelle je les ramène à pouvoir réfléchir aux souffrances du peuple, qui est censé les avoir élus. Mais même si ce n'est pas le cas, même s'ils sont convaincus d'avoir été élus par leurs propres moyens, n'est-ce pas, financiers, mais qu'ils n'oublient pas que leur salaire est payé par l'État. Et l'État, c'est le contribuable. Et le contribuable, c'est le peuple. C'est-à-dire qu'à chaque perception de vos salaires, messieurs, rappelez-vous qu'une partie du peuple congolais se trouve au dos de chacun des billets que vous percevez, pour lesquels vous vous engrossez au moment où les gens meurent de faim. Vous vous engraissez. Il est temps aujourd'hui de comprendre juste cette nature humaine. Qu'est-ce qui est bon pour les autres? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Comment ne plus faire de mal? Comment ne plus blesser? Parce que ces blessures-là guériront un jour. Mais je préférais que ce soit vous qui les guérissiez plutôt que votre absence. Voilà. Le gouvernement dépose la fois passée un projet de révision conditionnelle à l'Assemblée nationale. Il y a eu beaucoup d'articles qui ont été ciblés par le gouvernement. Hier, un article qui n'a pas été accepté par l'opposition, estimant qu'il violait un peu un autre esprit de l'article 220. Et curieusement, selon les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, c'est toujours l'Assemblée nationale, lorsque on analysait, lorsqu'ils étaient au Conseil ou à la conférence des présidents, cette disposition n'a pas été évoquée par le président de l'Assemblée nationale.
Mais en plénière, curieusement, on a bien voulu qu'on aborde la question et les députés de l'opposition étaient sortis. Après, ils ont fait des déclarations comme quoi aucune plénière, ils ne vont participer plutôt à aucune plénière qui aura pour objet la révision constitutionnelle ou le débat sur la Commission électorale nationale indépendante. Et voilà, la question de la révision constitutionnelle. Actuellement, en République démocratique du Congo, c'est vrai qu'il y a des arguments tels que on n'a pas encore abordé la question, on prête les intentions, parce qu'on se réfère à ce qui s'est passé à Burkina Faso. Daniel Monanteba, en substance, la question de la révision constitutionnelle à ce stade des temps, est-ce que vous voyez qu'elle est bienvenue pour qu'on l'aborde, en tout cas avec sérénité? Deux aspects. Juridique, politique. Voilà le vrai problème. Et juridique alors? Juridique, c'est celui qui dit qu'au fait, l'article 220 verrouille l'article parlant du nombre. L'article 220 parle des dispositions intangibles de la Constitution. L'article en question, j'ai oublié, l'article en question, sur lequel aujourd'hui la majorité veut s'appuyer, c'est celui qui fait état du nombre des mandats et de la durée du mandat. Ok. On dit que le nombre de mandats ne peut pas changer, la durée non plus. Le nombre, c'est d'un mandat renouvelable une fois, donc c'est-à-dire 2 mandats, 2006, 2011, 2011, 2016, c'est-à-dire 2 mandats. C'est l'article 70. 70, oui. Et il parle de la durée du mandat, qui est de 5 ans. Ça, c'est l'aspect juridique. Parce que le grand public doit comprendre. Oui, l'article 70, qui dit, je vais essayer de lire au mieux, oui. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. C'est-à-dire quoi? Que préconise la majorité? On en avait parlé, rappelez-vous, avec M. Flory Mbenga, je pense. Ça fait encore plus d'une année et demie, bien avant même la mise en place de la CENI, donc bien avant les concertations nationales. Et j'avais dit, si aujourd'hui, la majorité dit qu'on ne touche pas à l'article 220, lequel article 220 dit exactement ceci: la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique, etc., donc ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Le nombre et la durée des mandats du président de la République. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vraie arnaque, c'est laquelle? Le président de la République bénéficie de 2 mandats de 5 ans non renouvelables sous la forme du suffrage universel direct. Or, on cherche aujourd'hui à nous entraîner vers une forme de suffrage indirect, c'est-à-dire au sein duquel le Parlement élirait un gouvernement. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas le pire des cas. Parce qu'en Afrique du Sud, ça se fait, et certains diraient même non, il faut déverrouiller le 220. Bon, le 220 verrouille le 70. Mais il est vrai aussi que le 220 n'a aucun article qui le verrouille, lui. À ce jeu-là, chacun peut trouver à boire et à manger ou des options juridiques pour dire oui, ceci ou cela, oui ou non. Mais le vrai problème, c'est lequel? Si on doit aller dans le sens de changer le mode du suffrage, quitter le suffrage direct pour aller au suffrage indirect, c'est-à-dire ce qu'on essaie de nous faire ici avec les conseillers municipaux qui voteraient dorénavant les bourgmestres, qui voteraient les gouverneurs et consorts. Mais attention, dès lors qu'on dit que le président de la République est élu au suffrage indirect, c'est-à-dire que le président actuel, dans cette nouvelle configuration électorale, ça équivaudrait à dire qu'il a fait 2 mandats au suffrage universel direct, mais
au suffrage indirect, il n'aurait pas encore fait de mandat. Donc c'est-à-dire que automatiquement, sans déverrouiller le 220, on laisse le 220 qui dit que le nombre et la durée des mandats du chef de l'État ne changent pas. Mais la vraie question, c'est quelle est la forme du mandat actuel et quelle est la forme qu'on veut donner au mandat suivant. La forme du mandat actuel, c'est le suffrage universel direct où le peuple vote le président pour une durée de 5 ans, mais admettez quand même que dès lors qu'on quitte cette forme-là pour aller dans une forme de suffrage indirect, ça équivaudra à dire que M. Kabila n'aura pas encore fait de mandat de 5 ans élu au suffrage indirect. Donc, il pourra encore venir pour 2 mandats de 5 ans au suffrage universel indirect et personne ne pourrait... Sur le plan politique, et avant que moi je ne rebondisse, sur le plan politique maintenant. Mais sur le plan politique, aujourd'hui, on se rend compte que la tentative, le forcing, parce que, mais comment est-ce que, on dit toujours, Mwana Maele Ayokaka. Lorsque vous faites quelque chose et que ça ne marche pas, vous sentez que les gens n'en veulent pas. On doit aller jusqu'au bout pour voir jusqu'où on pourrait aboutir et pour expérimenter de nouvelles expériences. Il faut faire attention. Cette constitution a été votée... Sur le plan politique, laissez-moi clôturer rapidement. Le vrai problème est, on en revient encore. Pourquoi la majorité présidentielle, la famille politique à laquelle je n'appartiens pas et à laquelle appartient le chef de l'État, tient-elle mordicus à modifier la Constitution? C'est ça la vraie question. On ne doit pas se demander comment ils vont faire. C'est une question que tout Congolais sait répondre quand même. Non. Parce que... Apparemment non. Je réponds à cette question à la place de la population. Et surtout à la place de ceux qui sont... de cette affaires. Voilà, non, cette famille politique. Parce que les œuvres sont encore là, l'esprit est encore actif, il faudrait qu'il continue avec ses œuvres, il n'a pas terminé, il est encore jeune. Donc le chef de l'État, s'il peut continuer jusqu'à ce qu'il aura fini, c'est alors qu'on verra comment chercher à avoir un autre président. Voilà l'argument qu'on a avancé. Pour ça, comme la Constitution a été votée par la population, parce qu'il y a des dispositions qui verrouillent, alors maintenant qu'on rentre auprès de la population, demander à la même population qui a voté la Constitution, si elle est d'accord, qu'on accorde notre mandat à son chef qui est encore jeune, qui a encore un esprit, en tout cas actif, qui peut encore travailler pour l'intérêt de la nation, si on peut encore l'accorder à notre mandat. Mais parti sur cet angle-là, je crois que si on doit réfléchir comme ça, si on doit réfléchir en tant qu'homme politique, de cette manière-là, disant qu'il n'a pas encore fini ce qu'il avait à faire, si on doit aller dans ce sens-là, je crois que les Français chercheraient, pour beaucoup, à ressusciter Napoléon Bonaparte. Et les Italiens chercheraient à ressusciter Jules César. Je crois que M. Kabila n'est pas le plus grand bâtisseur que le monde ait connu. Or, même les plus grands d'entre eux ont dû se résoudre à quitter. Au Congo peut-être. Parler, oui, bon, admettons, c'est discutable, mais accordons-le lui. C'est le plus grand bâtisseur du Congo. Ouais. Le bâtisseur, l'unificateur, le pacificateur, le rassembleur. Sauf le fondateur. Non, à part le fondateur, tous les autres attributs, on les lui laisse. Je l'accepte, je le reconnais. Admettons. Mais s'accrocher à cela remet en cause un des principes fondamentaux de notre République, lequel est ce principe connu de tous les juristes et de tous ces députés, le principe qui parle de la continuité de l'État. Vous savez, je vais parler de manière diplomatique, de manière responsable, parce que je ne voudrais pas que demain, je sois poursuivi pour outrage au bourgmestre de la commune X ou outrage au ministre tel, parce qu'on ne sait plus exactement les outrages qu'on peut commettre. Mais, Monsieur Pascal, je vous ai dit, moi-même, j'étais parti pour 2 semaines. J'ai fait 1 année. En soins et autres. Je me suis senti mieux. À chaque fois que je me sentais mieux, j'essayais d'implanter au mieux mon parti dans tous les petits coins et recoins de la province orientale. Mais, c'est-à-dire quoi? J'ai proposé d'y aller pour 2 semaines. En fin de compte, Dieu m'a confondu. Il m'a retenu 1 an. Il aurait pu aussi reprendre le souffle de vie. En ce moment-là, ma femme, mes enfants, mes frères, mes sœurs auraient été surpris. Ah, il est parti juste pour 2 semaines et voilà que la mort l'a arraché à notre affection. C'est-à-dire que la mort peut arracher un être cher à l'affection des personnes pour qui il est cher sans que ces personnes n'aient en décidé. Raison pour laquelle je dis, avant de commencer à boutiquer des petits coups, faire des projections sur l'avenir,
redescendant à une dimension plus humaine, dimension selon laquelle on se rend compte qu'on n'est pas les faiseurs de destinée. On n'est pas capable d'avoir un contrôle sur notre propre destin. On va avoir le pouvoir d'avoir un contrôle sur tout un pays qu'on veut prendre en otage parce qu'il faut qu'il y ait un homme et rien que lui. Là, pour moi, ça équivaut à dire quoi? Déjà, c'est dangereux de la part de la majorité. Et je prends le peuple à témoin. Que le peuple se rende compte aujourd'hui que ces gens-là, de la majorité, disent actuellement, en fait, que, à part Kabila, dans leur famille politique, il n'y a personne de capable ou de compétent pour continuer l'œuvre qu'a commencé Joseph Kabila. Parce que c'est ça le vrai discours. Et c'est ça le vrai message. Il doit être là pour finir ce qu'il avait commencé. Mais il n'a pas commencé seul. Il a la vision, d'accord, mais la matérialisation de la vision, ce n'est pas lui qui l'a fait. C'est-à-dire qu'il donne une vision et il y a des gens pour exécuter cette vision. Voilà. C'est-à-dire que la majorité dit au peuple congolais exactement ceci. Permettez-nous d'accorder de nouveaux mandats à Kabila, Joseph, parce que ce qui y a azate n'est pas nabiso. Mutokosala malamu o yazo sala azate. Ce qui y a azate mutokosala lolengo yazo sala azate. C'est-à-dire que en demandant absolument et en insistant pour la révision de la Constitution, pour faire en sorte à tout prix que Joseph Kabila continue son œuvre, ça équivaut à faire un aveu d'irresponsabilité et d'incompétence notoire. Aux prochaines élections, si leur cabale ne fonctionne pas, et elle ne fonctionnera pas, parce qu'il n'y aura pas révision de la Constitution. Il n'y aura pas. Et en ce moment-là, qu'ils se rappellent en 2016 qu'ils ne doivent même pas présenter un candidat parce qu'ils nous disent déjà qu'aucun de leurs candidats ne pouvait avoir les compétences suffisantes pour être candidat au présidentiel. Et moi, j'en suis très heureux. Nous prenons une autre allure de l'émission parce qu'ici, nous commençons à analyser de manière plus sociale, je peux même dire plus philosophique, parce que, alors, lorsqu'on voit l'agir de l'entourage actuel du chef de l'État ou de sa famille politique, il est là, on lui présente comme homme providentiel, sans qui on n'est pas à mesure, on n'est pas capable. Et nous nous posons la question, est-ce que là, on n'est pas en train de lui rendre un mauvais service? Pourquoi nous nous posons cette question? Nous nous référons à ce qui s'est passé à Burkina Faso, Daniel Monanteba, le premier secrétaire du Parti socialiste. On a fait croire à Blaise Compaoré que la majorité avait toujours la population derrière elle. Et c'est les arguments que nous attendons même en République démocratique du Congo. Si l'opposition, si la société civile a la population, nous également nous avons la population. C'est ce qui se disait également au Burkina Faso. Mais lorsque la population s'est insurgée, on n'a pas vu cette population de la majorité que les cadres de la majorité faisaient croire à l'opinion qu'ils avaient la majorité pour alors faire face à cette insurrection populaire. Alors nous nous posons la question, nous revenons à la question de Daniel Monanteba. Est-ce que vous ne voyez pas que le fait de pousser le chef à chercher un troisième mandat serait une manière aussi de lui rendre un mauvais service? En République démocratique du Congo, nous avons connu des cas par le passé avec Mobutu. Il est parti là où il est allé, personne ne l'a visité, même la tombe, on n'est jamais arrivé. Il est parti seul avec sa petite famille. D'ailleurs, la famille n'est jamais ici. Alors les autres sont ici avec leur famille, tout ça. Ils l'ont menti aujourd'hui. Alors, comment vous appréciez, ou vous lisez, ou vous pouvez conseiller alors ceux-là qui produisent des gens pour conseiller? Monsieur Pascal, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit la Bible. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Et je me rappelle d'une citation qui disait que la vraie folie consiste à chaque fois faire la même chose en espérant à chaque fois aboutir à des résultats différents. Ça s'appelle de la folie. Que peut-on dire de ceux qui étaient avec Mobutu, qui ont agi de la même manière qu'ils agissent aujourd'hui avec Kabila, mais à l'époque avec Mobutu, qui ont obtenu les résultats qu'ils ont obtenus, parce que beaucoup de mobutistes, entre guillemets, se trouvent aux côtés de Kabila aujourd'hui. Après avoir fait la rébellion contre le kabylisme, ça, c'est non seulement la rébellion contre le kabylisme, mais avant cela, la faute n'est pas au moboutisme, aux moboutistes qui ont fait la rébellion contre le kabylisme et qui se retrouvent dans auprès des kabylistes, auprès de Kabila et des kabylistes. Ça, c'est de bonne guerre, puisque
cette rébellion qui faisait contre le kabylisme n'était axée que sur les moyens de récupérer un peu d'argent et récupérer leurs biens ici. Mais ce qui est très grave, c'est que je me pose la question de savoir à quoi a servi cette rébellion kabyliste qui s'était mis en place et qui est venue pour faire partir Mobutu et les Mobutistes, si c'était pour arriver à Kinshasa et ramener tous les Mobutistes autour d'un kabyliste. C'est ça la vraie question. Qu'ils vont se poser, ce n'est pas mon problème. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, de Kisangani, là où j'étais, j'ai suivi John Kerry. John Kerry est venu et il a dit, le président Kabila est encore jeune, il a encore le temps de servir son pays autrement et qu'on sort. La majorité s'y est accrochée en se disant que John Kerry a dit qu'il est encore jeune, donc il peut encore ajouter des mandats. Une expression qui a été dénaturée. Oui, mais John Kerry l'a dit dans le sens où il le disait en anglais, il y avait la traduction, mais j'ai suivi et en français et en anglais, donc je sais exactement ce qu'il a voulu dire. Lui a voulu dire plutôt qu'on ne peut pas servir son pays qu'en étant président de la République. Et je l'ai répété très souvent en disant que, qu'on me demandait, mais il y a un gouvernement qui doit sortir de cohésion, de ceci, cela. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas demandeur d'emploi et je le redis jusqu'aujourd'hui. Parce que maintenant on parle du vrai dialogue, je ne suis toujours pas demandeur d'emploi, mais je me dois de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin, moi, d'être ministre, PDG, président de la République. Prêtre, bon, quand je dis prêtre, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est un prêtre qui est à la CENI, même si les jeunes catholiques de la majorité sont allés déposer un mémo auprès de Monseigneur, de la nonciature apostolique, pour demander à ce qu'il y ait séparation entre... Comment voulez-vous qu'on les reçoive? Mais en plus, ils ont demandé la séparation entre l'Église et l'État, mais ils ne demandent pas qu'on fasse partir Malou Malou, qui est un prêtre, donc membre de l'Église, mais qui se retrouve dans une institution citoyenne d'appuyer la démocratie, comme la CENI, c'est-à-dire qu'il doit gérer tout le monde. Je ne sais plus où on est. Mais une chose est sûre, moi je dis ceci. Je confirme, je paraphrase les propos de John Kerry, et je suis convaincu, moi, qu'effectivement, Joseph Kabila a encore beaucoup d'années devant lui pour servir le Congo. Mais je pense qu'il serait sage, je pense qu'il serait plus prudent d'éviter de s'accrocher au pouvoir et de servir à tout prix le Congo en tant que président de la République. Parce que lorsqu'on veut servir le Congo, on respecte ça, la constitution du Congo. Lorsqu'on veut servir le Congo, on ne doit pas chercher à se servir du Congo. La vraie question est de savoir, aujourd'hui, tous ces gens qui poussent, vous m'avez cité quelques noms que le bon sens m'interdit de répéter. Vous m'avez cité des exemples de gens de la majorité qui auraient fait des... Bon, écoutez, on doit rester dans des proportions quand même un peu plus intellectuelles. Je ne tiens pas à parler de ces gens-là. Parce que je dis, le drame de Joseph Kabila, c'est qu'il est entouré d'une multitude de personnes qui travaillent avec lui, mais qui ne travaillent pas pour lui. Lorsque ces personnes font le forcing pour obtenir un autre mandat, mais lui-même là où il est, qui se pose la question, sur base de quoi un type se réveille le matin et se met que non, il faut qu'on fasse des pétitions, qu'on fasse ceci, pour que Kabila revienne. Quel est l'intérêt réel de ce monsieur-là dans la réélection de Joseph Kabila? Kabila en question aussi a sa famille. Il a sa femme, il a ses enfants, il a ses frères. Il a besoin d'avoir la paix et la sécurité. Et c'est pour ça que je dis, le vrai débat n'est pas celui de savoir, pour l'opposition bien sûr, chercher à savoir comment Kabila va faire pour changer la constitution avec sa famille politique, comment on va combattre ça. Non, la vraie question est de savoir pourquoi Joseph Kabila et sa famille politique s'acharneraient-ils à modifier la constitution? Et si on trouve la réponse à cette question, la vraie solution, ça sera de savoir comment le sécuriser lui. Parce que derrière lui, il y a un tas de gens qui ont des comportements iniques, des mauvais comportements, qui se disent que si le président Kabila doit quitter le pouvoir aujourd'hui, moi je suis cuit. Ainsi que... Et maintenant, il faut le pousser. Il faut le pousser. En fait, lorsque ces gens-là par la suite, se battent pour
maintenir Joseph Kabila au pouvoir, ce n'est pas pour le sécuriser lui. Eux, ils se battent d'abord pour se sécuriser eux-mêmes, en lui faisant croire aussi que la meilleure sécurité, il l'aura en se maintenant au pouvoir, alors que ce n'est pas le cas, Monsieur le Président. La meilleure sécurité, vous la trouverez au sein de votre peuple. Parce qu'aujourd'hui, rien ne peut protéger un chef d'État mieux que son propre peuple. Parce qu'on se rend compte que lorsque c'est la communauté internationale et des amis de pays limitrophes ou non, sur qui on se confie pour notre protection, on se rend compte que quand le peuple cesse de protéger, la communauté internationale arrive toujours trop tard. Voilà ce qui s'est passé au Burkina Faso. Voilà, parce que vous évoquez Burkina Faso, l'entourage, toujours l'entourage. Ce qui s'est passé à Burkina Faso, quand les Congolais récupèrent le dossier, l'entourage dit qu'on n'a pas la même réalité. Ce qui s'est passé à Burkina Faso, ça ne se produira jamais en République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas le même État. Burkina Faso, c'est Burkina Faso. La République démocratique du Congo, c'est la République démocratique du Congo. Alors, quand vous lisez maintenant les deux réalités, parce que tout est parti de la révision conditionnelle, on a analysé la révision conditionnelle, on a compris le refus au niveau de la République démocratique du Congo, c'est comme Filoka également au Burkina Faso. Au Burkina Faso, c'est soldé de la manière que ça s'est soldé, parce que la population n'a pas voulu que les députés se réunissent et débattent de la question, et finalement, Compaoré, qui n'a pas pensé qu'il partirait le jour-là, parce qu'il avait encore quelques jours devant lui, il est parti trop tôt. Alors, lorsqu'il faut comparer les faits, est-ce que vous voyez qu'en République démocratique du Congo, ce qui s'est passé à Burkina Faso pourrait aussi se passer ici? Ben, je dois d'abord commencer par être honnête. Lorsque la majorité dit que ce qui s'est passé au Burkina Faso ne va jamais se passer ici, le Burkina Faso a ses réalités, le Congo a les siennes, ils ont tout à fait raison. Tout à fait raison de le dire, sous certains aspects. Mais je vais les ramener à des aspects plus précis, qui pourraient leur faire comprendre que c'est vrai que les choses ne pourraient pas se passer de la même manière qu'elles se sont passées au Burkina Faso. Mais elles pourraient se passer d'une autre manière qui pourrait aussi être préjudiciable à leur intégrité, à leur sécurité, à leur stabilité. C'est vrai qu'on ne verra jamais le peuple burkinabé venir marcher sur le boulevard du 30 juin. On ne verra jamais le peuple congolais se lever et aller marcher jusqu'au palais de Kosiam, qui est la résidence du chef de l'État burkinabé. Dans ce sens-là, rien de ce qui s'est passé au Burkina Faso ne pourra se passer ici. Parce que ce n'est pas le peuple burkinabé qui viendra marcher ici. Je crois que quand il disait que, quand il faisait ces déclarations-là, j'espère qu'il voyait les choses sous cet angle-là. C'est vrai aussi que ce que je vis aujourd'hui au Burkina Faso me brise le cœur. Dans la mesure où le peuple s'est soulevé, le peuple a fait sa révolution. Il a fait partir le tyran, selon eux. Mais pour finir, aujourd'hui, le pouvoir populaire, arraché par le peuple, est en train d'être confisqué par l'armée. La vraie question est de savoir, aujourd'hui, est-ce qu'un opposant comme moi, un Congolais comme moi, pourrait accepter aujourd'hui qu'en cas de pépin, l'armée confisque le pouvoir ici? La réponse est non, parce que ce serait quitter une petite dictature, une grande dictature, pour se relancer dans une dictature moyenne, mais plus grande encore en devenir. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on doit être sérieux. Aujourd'hui que Blaise Compaoré est parti, la communauté internationale insiste sur le retour à un ordre institutionnel. Sous la détermination, je dirais, de l'armée, aujourd'hui on parle de concertation, parce qu'ils les font maintenant, de dialogue. Mais pendant ce dialogue, ça c'est une parenthèse que je vais ouvrir, vous vous rendez compte que les représentants du parti au pouvoir étaient venus sur les lieux, mais ils en ont été chassés par les membres de l'opposition et de la société civile. Mais s'ils étaient venus sur les lieux, ça veut dire que Compaoré a fui. Mais les autres n'ont pas fui, ils sont là. Ils sont restés. C'est-à-dire, c'est déjà une première leçon pour Compaoré aujourd'hui, de comprendre que je suis parti, mais tous ceux qui m'encourageaient m'ont regardé fuir, ils n'ont pas fui avec moi. Ils sont restés. Ça, c'est déjà une bonne leçon aussi. Traçons la comparaison très rapidement, parce que entre-temps, la même réalité. Entre-temps, si on doit revenir à l'ordre institutionnel après un, je ne dirais pas coup d'État, mais après un déguerpissement du chef de l'État, l'ordre institutionnel parle de quoi en RDC? En cas de vacance du pouvoir, c'est le président du Sénat qui remplace le président, le chef de l'État. Ça voudrait dire quoi? Je vais parler sans je ne dirais pas sans crainte, parce que la crainte elle est là, on sait comment ils agissent, mais je vais quand même parler, je dirais, si ce cas-là devrait arriver, ça équivaudrait à remplacer Joseph Kabila par Ken Wadondo.
la vraie question de savoir, est-ce que vous aimeriez ce cas de figure? Personnellement, non. Moi, je n'aimerais pas. Donc, les choses étant différentes, le Congo ayant ses réalités, on doit savoir maintenant comment faire en sorte pour faire entendre raison à ces gens-là avant qu'il ne soit trop tard. Mais quoi qu'il arrive, il ne faut pas vouloir burkina fasoniser la RDC de cette manière-là. La RDC la a ses population n'est pas réalités. toujours satisfaite, Noël, De ma réponse? Oui, oui. Daniel, Daniel Monanteba, la population n'est pas encore satisfaite parce que la comparaison dont on évoque ici, c'est le refus de voir les représentants reviser la Constitution pour permettre qu'au chef de l'État puisse bénéficier d'un troisième mandat. J'étais en train de vous dire que dans ce cas-là, oui, quoi qu'il arrive en RDC, que ni vous ni moi ne savons, parce que nous ne sommes pas maîtres des temps et des circonstances, nous ne savons pas lire l'avenir. Mais quoi qu'il arrive en RDC, il faudra que ce soit sous la forme d'une identité congolaise. Et là maintenant, je réponds plus précisément encore à votre question en regardant vos téléspectateurs, et je sais que parmi eux, il y a un grand nombre de gens de la majorité qui sont sur leur fauteuil parce qu'ils savent qu'ils tirent beaucoup d'idées ici, même s'ils les appliquent mal pour finir. Ce que je voulais dire, c'est que la vraie folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant obtenir à chaque fois des résultats différents. C'est ce que je vous dis. Et j'ai dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le soleil ne brille pas qu'au Burkina Faso. Il brille au Burkina Faso, il brille au Congo. C'est le même soleil. Et notre soleil aujourd'hui, à nous politiciens, c'est la nation congolaise. Notre soleil, c'est le peuple congolais. Il est là, sur toute l'étendue de la République. Dans tout le monde entier. Il ne sera pas tout le temps définitivement. Un homme qui a faim. Vous savez, quand un homme a faim, on ne cherche pas à connaître sa nationalité. C'est un peuple mouton. On sait qu'il a faim. C'est un peuple mouton qui ne réagit pas. La plus grande erreur qu'on a commise à chaque fois avec ce peuple congolais ici, ceux qui pensent que c'est un peuple mouton, qui sont au pouvoir aujourd'hui, oublient que c'est ce peuple mouton qui a sauvé ce même pouvoir en 98, lorsque le RDC est venu. Est-ce que c'est un peuple mouton? Ce pourquoi Mouzé a construit le marché de la liberté, c'était pourquoi? Parce que c'est un peuple mouton qui a repoussé les rebelles? Non, messieurs. Voilà. Vous savez, la plus grande erreur qu'on commet, et l'oubli qu'on commet lorsqu'on prend un peuple pour un mouton, c'est que le jour où on se rend compte de la vraie nature du peuple, celui-ci s'est manifesté sous la forme d'un lion. Et en ce moment-là, on ne négocie plus avec un lion. Vous aviez évoqué John Kerry. Alors, ça c'est en République démocratique du Congo, mais ce qui s'est passé au Burkina Faso, vous êtes spécialiste en relations internationales. Oui. Est-ce que vous voyez l'implication de la communauté internationale? Parce qu'après les émeutes, il y a eu une lettre de François Hollande qui a été découverte, où il conseillait Compaoré de pouvoir alors de ne pas refuser la condition, de se préparer, de préparer plutôt sa sortie. Également, les appels de l'Amérique demandant bien sûr à Compaoré de ne pas toucher à la Constitution. Est-ce que vous voyez l'implication de la communauté ou des pays le plus puissants du monde alors sur le départ des Compaoré au Burkina Faso? Oui, mais ce qui pourrait aussi créer des implications en République démocratique. Vous savez, le drame avec les différents régimes en place, c'est que lorsqu'ils reçoivent ce genre de conseils, ils n'en font pas étalage. Ils n'en font pas étalage. Mais il y a eu John Kerry. En dehors de John Kerry, il y a l'autre envoyé américain, Russ Feingold, qui est venu. Lui n'a même pas été plus loin. Il a dit clairement la position de l'Amérique. Aujourd'hui, nous voyons l'implication de la communauté internationale. Mais comme dans le cas du Burkina Faso, la communauté internationale est venue trop tard. Et la France a même dû s'impliquer pour évacuer Blaise Compaoré vers Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le dernier message que je peux passer à nos amis de la majorité, aux gens qui nous dirigent et qui nous gèrent, qu'on subit au jour le jour. Aujourd'hui, il n'est même pas nécessaire de faire état ou de se référer aux conseils ou aux propositions de la communauté internationale. Le meilleur moyen qu'a ce régime de s'en sortir n'est pas de jeter un œil à l'international. Parce que les problèmes et les solutions, il les a sous les yeux. Le vrai problème s'appelle Congo. Le vrai problème s'appelle la faim
des Congolais. Lorsqu'un homme a faim, il n'a pas envie de savoir s'il est burkinabé ou ivoirien. Le respect des textes également. Le respect des textes, bien sûr. C'est ça le vrai problème. Et si la majorité parvient à œuvrer dans le sens réel de la recherche et de trouver des solutions aux vrais problèmes des Congolais, qui ne sont pas seulement un morceau de route goudronnée ou une école refaite. Vous refaites des écoles, vous mettez de nouveaux bancs, il n'y a pas de professeurs. Ou quand il y a des professeurs, ils ne sont pas payés. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème du Congo, c'est de remettre en état l'enseignement ou de remettre en état les écoles? Si c'est remettre en état l'enseignement, ça passe bien sûr par la réfection des écoles, par la mise des bancs, la facilitation du suivi des cours par les élèves, mais aussi par les bonnes conditions d'enseignement des professeurs. Et ces conditions d'enseignement, c'est d'abord la paye. Donc c'est vous dire que les vrais problèmes, ils ne peuvent pas dire qu'ils les ignorent, parce que le peuple crie tous les jours. Et le plus grand cri que le peuple pousse, c'est un cri silencieux, un cri que eux n'entendent pas, parce qu'ils n'ont pas le temps de venir comme nous le faisons. Ils vivent aussi près avec du la peuple. population. Oui, mais écoutez, vous vivez avec quelle population? C'est vrai qu'on ne peut pas vivre seul dans tout un quartier. Mais quand il y a des trous dans votre avenue, vous achetez une grande chipe, vous en avez les moyens. Quand il n'y a pas de courant, quand le courant s'en va dans le quartier, vous voyez, il y a toujours une ou deux maisons qui ont toujours de l'électricité. C'est-à-dire, quand ils n'ont pas un départ unique, ils ont un gros groupe électrogène. Les problèmes de chaleur au niveau climatique, l'environnement, à l'extérieur, vous avez vos vitres levées, climatisées, vos véhicules sont climatisés, vos maisons sont climatisées. Comment est-ce qu'ils prennent même la peine, en arrivant au coin de chez eux, il y a des mamans qui vendent du pain et des beignets à tous les coins de rue aujourd'hui, qu'ils s'arrêtent même de temps en temps. Posez la question à cette maman-là, pendant 5 minutes. Maman, comment ça se passe chez vous? Je crois qu'il n'aura pas le temps, il risque de rater 3 ou 4 réunions de conseil des ministres, parce que ce que cette maman aura à dire pendant, non pas des heures, mais des jours, la dimension humaine du dirigeant congolais, c'est ça qui doit être Voilà, remis en le question. dernier point maintenant, Daniel Monanteba, parce que là on tend vers la fin pratiquement. Révision constitutionnelle, changement de la constitution. Certaines personnes commencent à estimer que ce qui s'est passé à Burkina Faso a servi d'exemple ici en République démocratique du Congo. On risque de ne pas toucher à la constitution, de ne pas changer la constitution. Mais il y a un danger, le glissement par l'organisation des élections. La CENI, parce qu'elle a prévu l'organisation des élections municipales, urbaines et locales en 2015. Et il y a des conditionnalités maintenant en termes d'argent, il n'y a pas l'argent. Et avant l'élection générale en 2016, il faut de recensement. Le recensement dans le contexte de la République démocratique du Congo prendra plutôt un temps suffisant. Et on pourra aller au-delà de 2016. 2016, dépassé, on va tomber dans l'inconstitutionnalité. Voilà. Ces personnes-là estiment que la CENI aujourd'hui est en train de faire le jeu pour qu'en 2016, on ne soit pas en mesure d'avoir les élections. À ce moment-là, on ne va pas incomber la faute aux dirigeants des institutions telles que le gouvernement, la présidence, le Parlement, mais plutôt la CENI qui va endosser. Et voilà, on n'est pas en mesure d'organiser l'élection générale en 2016, faute de moyens, recensement, et la CENI serait en train de faire ce jeu. C'est très clair et c'est très facile à prouver. Élection 2006. Les belligérants se mettent ensemble, on fait voter par référendum la constitution actuelle à la population. La même population qui a voté il y a 8 ans la constitution, qu'on lui demande encore de revoter pour pouvoir passer de 2016 à un autre mandat. Mais aujourd'hui, qu'on cesse de prendre la population pour une population idiote. C'est vrai que vous ne mettez pas les moyens pour qu'ils puissent étudier, mais quand c'est le cas, ne cherchez pas à les condamner. Cette constitution a été votée, elle restera comme elle est. C'est très facile à prouver. Monsieur Matata Ponyo, Premier ministre, en arrivant à la primature, à quelle hauteur estimait-on le budget de la RDC? Aujourd'hui, le budget de 2014 constitue, je crois, presque le triple du budget de 2011. Ou le double, au moins. Mais ce gonflement de budget, comment, depuis 2011, parce que être dirigeant, c'est prévenir, prévoir et anticiper. Dès qu'on est arrivé en 2011, on savait qu'en 2016, il y aurait de nouvelles élections. Qu'est-ce qui a été fait pendant ces 3 ans qu'on vient de passer? Quels mécanismes ont été mis en place pour essayer de mobiliser les fonds? Comment peut-on dire que les fonds manquent? Parce que c'est vers ça qu'on s'oriente. Mais ça fait des mois, des années que je le dis déjà,
que ça sera une des combines qui pourraient être mises en place. Je regrette même d'avoir parlé de ça. Je me dis peut-être que c'est moi qui leur ai donné des idées. Mais le problème, c'est que même quand vous leur donnez des idées, ils les appliquent mal, donc ça ne marchera pas. Où sont les dividendes dont on bénéficie après avoir atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE, c'est-à-dire pays pauvres très endettés. Ce point d'achèvement est censé nous faire bénéficier d'au moins 300 à 350 millions de dollars annuels à titre de remboursement de la dette. Une dette qu'on ne rembourse pas. Donc, cet argent peut être dégagé sur le budget. Si on le fait en 2015 et en 2016, nous avons 700 millions ou 600 millions de dollars. Donc, on pourra organiser. On nous dira aujourd'hui que ce sont des contingences matérielles. Oui, mais des contingences matérielles par rapport à quoi? Moi, ce que je dis, les élections en 2006 organisées par ce même Abbé là, Malou, on sait comment elles se sont passées, mais on nous dira qu'elles se sont passées mieux qu'en 2011. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que faire revenir Malou à la CENI pourrait permettre à faire en sorte que celle de 2016, je n'étais pas partant de ceux qui pensaient, mais il est déjà là. On le subit, je vous dis. On n'est plus à l'heure d'accepter, nous subissons des choses, parce que nous n'avons pas le moyen, en titre personnel, de les changer. C'est une autre contingence. Mais je dis, on veut nous faire croire aujourd'hui que 2016, avec Malou, sera mieux que 2011. Mais s'il faut que 2016 soit mieux que 2011, c'est-à-dire égal à 2006, on se rappelle que 2006 ne s'était pas bien passé. Le glissement. Ce que nous disions, ce glissement-là sur le temps. Voilà la crainte. Mais nous arrivons en 2016. Hein. Ils doivent être consciencieux. Nous sommes déjà en 2015. Ils doivent être consciencieux. Le temps qui reste, qu'ils nous organisent des élections. Dans l'esprit de la Constitution. Ils ont encore le temps. C'est pour ça que je dis qu'ils reviennent à une dimension humaine et responsable. Parce qu'une chose est sûre, si nous avons été capables d'accepter l'organisation d'élections comme celles qui nous ont été organisées par M. Ngoï Mulunda, nous accepterons des élections qui s'organiseraient plus mal que celles-là, mais à condition qu'on arrive au résultat escompté par la population. Je vais vous informer d'une chose. Vous n'aimiez pas les concertations nationales la fois passée. Vous savez que jusqu'à là, le gouvernement de cohésion nationale qu'on avait promis n'est pas sorti. C'est Matata, hein, toujours avec son équipe jusqu'à là. Oui, mais... Vous êtes informé? Mais comment voulez-vous que je ne sois pas informé? Puisque je subis l'action de ce gouvernement qui a démissionné il y a presque 6, 7, 8 mois, je ne sais quoi, qui a démissionné, mais qui dit aujourd'hui que ils n'avaient pas démissionné formellement, mais ils ont perçu des indemnités de sortie. La Constitution est claire, la loi est claire. Lorsqu'on perçoit les indemnités de sortie, on ne bénéficie plus de ces rémunérations, ni en termes de salaire, ni en termes d'avantages. Ils ont perçu des indemnités de sortie il y a 1 ou 2 mois. Qu'on vérifie juste pour savoir si les salaires de tous les mois qu'ils feront après seront comptabilisés ou pas. Et vous vous rendez compte on va très rapidement parce que vous faites signe de l'autre côté, nous sommes restés seulement avec 2 minutes. Alors dialogue parce que l'opposition réclamait et continue à réclamer le dialogue dans l'esprit de l'accord 4. On a organisé les concertations nationales, vous avez suivi la majorité à l'époque, c'est que le dialogue, vos concertations, parce que les concertations, on dialoguait. Et aujourd'hui, vous avez suivi François Mwamba, le coordonnateur de suivi. Alors, il pense que le dialogue aujourd'hui devient inévitable. On doit organiser le dialogue. C'est un peu ridicule finalement. Oui, mais l'organisation du dialogue aujourd'hui stipulera juste une chose et une seule. Le dialogue organisé aujourd'hui remettrait en cause de manière totale toutes les déclarations qui ont été faites sur le bien fondé de ces concertations. C'est-à-dire qu'on a encore perdu du temps pour rien. On a encore dépensé l'argent du peuple et de l'État pour rien. Vrai dialogue, oui, mais aujourd'hui, là, fin 2014, 2015, 22, 2016, on va dialoguer de quoi? Il faut parler de la CENI. Avec qui? Il faut parler de la CENI. Il faut parler du fait mandat également parce que le débat est encore là. Des craintes qu'on puisse reviser ou changer la constitution, ce sont des questions qu'il faut maintenant débattre, chercher des garde-fous pour que... Et vous pensez qu'un vrai dialogue, on s'asserait pour dire à la majorité, il ne faut pas changer la constitution, la majorité pourrait accepter de ne pas changer à travers ce dialogue-là? Non. On évalue ici à Kinshasa la fois passée... On doit éviter de perdre du temps une fois de plus. D'accord. Qu'on sache exactement. Avec l'opposition, nous allons, je suppose, nous réunir dans les jours à venir. Oui. Il serait temps qu'on puisse savoir... Quand on parle de vrai dialogue, on va les parler de quoi? Dans moins d'une minute, très rapidement, Daniel Monanteba, vous avez suivi une fois encore de plus François Mwamba, où il était avec les envoyés spéciaux, parce qu'il fallait évaluer l'accord 4, délégation M23 absente, et lui estime que même à la une, nous allons échanger avec le M23
Alors les gens se disent, ça veut dire quoi? Le gouvernement ne sort pas parce que on attend les effets du dialogue. Peut-être ces gens seront au dialogue finalement pour avoir un gouvernement d'union nationale. À ce que je sache, je n'ai aucune information, mais vous savez, j'ai toujours parlé avec ma science, ma conscience et ma conviction. Avec la science et la conscience que j'ai, comme je vous dis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'analyse des éléments me permet de comprendre et de penser que le gouvernement de cohésion nationale, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Il ne sortira pas. Conditionné par le dialogue, apparemment. Il risquerait même de ne jamais sortir. Est-ce qu'il n'est pas conditionné par l'organisation du dialogue? Je ne sais pas par quoi il est conditionné, mais je sais que les éléments qui permettaient à la majorité et au président de la République de mettre en place ce gouvernement-là, les conditions ne sont pas réunies. Et risqueraient de ne jamais être réunies parce que comment voulez-vous qu'on parle de vraie cohésion nationale dès lors que les ténors de l'opposition sont absents? Impossible. Or, moi, je ne serai jamais présent dans ce genre de gouvernement. Donc, Daniel Abonanteba, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? 2 jours n'auraient pas suffi pour pouvoir dire tout ce que j'avais à dire. Après une année d'absence, mais j'espère que ceux qui m'ont suivi ont été satisfaits. J'ai parlé sans langue de bois. Je suis le même, je n'ai pas changé. Donc, je suis là. Je ne suis pas encore vraiment en forme parce que là, je me force. Je suis encore un peu faible, mais je suis là, le même, je ne change pas. Et ma motivation, mes convictions n'ont pas changé. C'est vous. Et rien que vous seul pourrez me faire changer. Mais je changerai, vous me ferez changer le jour où la faim aura quitté vos ventres, le jour où voilà, la misère aura quitté vos poches. Et ce n'est pas encore le cas, donc nous sommes encore ensemble de notre côté, du côté de la faim, des souffrances, des meurtres injustifiés. Mais au moins un jour viendra et le jour est proche où nous serons fiers d'être Congolais. Nous pourrons vraiment nous mettre debout. Nous dresserons nos fronts longtemps courbés de l'indépendance à nos jours. Et pour de bon, nous prendrons notre plus bel élan. Merci. Dans la paix, pour éviter, dans la garantie d'éviter dorénavant toute aventure tendant à réviser une quelconque constitution dans les Congos à venir. Daniel Abonanteba, l'Ecopole vous dit merci pour avoir accepté, en tout cas, la primeur. La primeur surtout, avoir accepté, répondu alors à l'invitation ce soir. J'espère que, je pense qu'on a fait un petit dépassement, j'espère que le régisseur et le directeur de programme sera clément pour que mes propos ne soient pas coupés parce que, bon, nous vous disons merci. C'est moi qui remercie Ecopole. Nous vous disons merci. Merci également au grand public qui nous a suivis du début jusqu'à la fin. Vous avez suivi. Qui est le bon collaborateur? Qui est le bon conseiller? Ce sont des petites questions que nous posons à la fin, mais à vous de pouvoir alors bien répondre. Mais nous estimons à notre niveau qu'il faut de bons conseils. Il ne faut pas, pour vos intérêts privés, prodiguer de mauvais conseils, en tout cas au préjudice de l'État. Et nous pensons qu'il serait important, il serait essentiel, il serait plus sage de prodiguer de bons conseils pour que l'État puisse émerger. Encore que, on a mis le cap 2030, c'est l'émergence de la République démocratique du Congo. Dans cette ambiance où nous prodiguons de mauvais conseils, où on n'est jamais rassasié de l'autre, vous pensez que 2030, nous serons un pays émergent? En tout cas, à chacun de pouvoir apprécier, mais nous voulons que chacun travaille là où il est pour l'intérêt de la nation. C'est là l'essentiel. Nous vous disons merci, au revoir et à la prochaine. Voilà, aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Daniel Abonanteba, le premier secrétaire du Parti socialiste. On a échangé avec lui, les questions lui ont été posées, les réponses que vous avez suivies. Nous pensons que vous avez été d'accord avec ces points de vue, mais déjà demain, à 8h30, vous aurez alors la rediffusion de l'émission. Soyez toujours branchés à la suite du programme des canaux de Kin Télévision. Nous pensons que vous ne serez jamais déçus. Au revoir.